Le choix, c'est de dire le fait d'avoir la maîtrise des données de nos clients dans nos data centers, dans des data centers qui appartiennent à BNP Paribas, c'est ça l'élément clé de ce choix-là. C'est vraiment garder la maîtrise des données clients. On sait que la réputation d'une banque, c'est fondamental. S'il y a des données qui se retrouvent sur le net ou dans la nature, c'est dévastateur pour l'image de la banque. Donc, le choix a été fait d'installer une version du cloud public IBM dans les data centers BNP Paribas. En fait, c'est bien une offre cloud public, mais on-prem et dédiée à BNP Paribas. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Yann Levaguerez, DSI de BNP Personal Finance France. Yann, bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc je suis Yann Levaguerez, je suis ingénieur télécom, j'étais diplômé en 1998, ça commence à faire. Et puis j'ai commencé à travailler, comme j'étais ingénieur télécom, chez France Télécom, c'était un petit peu la conséquence, la suite naturelle après le diplôme. J'ai passé même pas 2 ans là-bas, avant de basculer dans le conseil. C'était un environnement qui me semblait un peu plus dynamique que ce que j'avais pu expérimenter dans cette première expérience dans le groupe France Télécom. Et puis ensuite, j'ai rejoint la Banque de France, où je suis resté 5 ans. D'accord, et après tu as rejoint BNP Paribas? Voilà, tout à fait. Après la Banque de France, moi j'avais fait une partie de mes études en Italie, au Politecnico de Milan. J'avais envie d'aller travailler en Italie. Et donc, j'avais déjà essayé d'y travailler en 2000, quand j'étais dans cette boîte de conseil où on avait monté la filiale italienne de la boîte. Et puis, ça n'avait pas marché. On s'était pris la bulle Internet pleine poire. Voilà, donc on a plié bagages. Je suis rentré en France, mais j'avais le souhait de revenir en Italie et cette fois-ci de réussir à faire un peu, d'y passer quelques années. Et donc, quand j'ai vu que BNP Paribas rachetait une banque en Italie, mon profil collait quand même vraiment bien. Je connaissais la banque, je connaissais l'italien. Donc, je me suis fait recruter à Rome en 2007. Et puis là, j'y ai passé 5 ans. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe BNP Paribas. Je suis toujours, après, en retour d'Italie, après y avoir passé 5 ans, je suis allé à l'informatique du groupe, ITG. Et puis, depuis 8 ans maintenant, chez Personal Finance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'était de travailler en Italie et des différences culturelles que tu as pu observer, justement? Alors, l'Italie, c'était un contexte très particulier. Quand BNP Paribas a racheté cette banque, il y avait eu très peu d'investissements, notamment en informatique, dans la banque. Donc, c'était vraiment un environnement très sinistré. Beaucoup d'incidents, très peu d'investissements. La situation était quand même assez catastrophique. Et donc, les Italiens étaient très contents qu'il y ait enfin un peu d'argent, une volonté de travailler un peu sérieusement. Et donc, on a été très bien accueillis. Et ce que je peux dire d'un point de vue culturel, c'est qu'il y a une grande discipline en Italie. C'est un peu à l'inverse des lieux communs. On imagine les Italiens un peu dissipés, un peu... et en fait, dans l'environnement de travail, ce sont des gens qui sont extrêmement disciplinés et très respectueux de la hiérarchie. Et donc, quand les consignes sont appliquées à la lettre, avec en fait beaucoup moins de latitude qu'on peut le voir en France particulièrement. Donc en l'occurrence, dans l'expérience que j'ai eue, un grand enthousiasme et une grande discipline. Alors, si c'est pas le business, c'est quoi le bon parcours pour être DSI? Je pense qu'il faut avoir un peu trempé dans toutes les dimensions de l'IT, et pas uniquement la partie développement. Moi, j'ai fait mes gammes, on va dire, au niveau de l'infrastructure, au niveau de la prod. Il faut connaître un peu les processus ITIL. Il faut avoir, pas mal bossé là-dessus. Je pense que c'est important. C'est quand même vraiment c'est un peu les fondamentaux de l'IT. Il faut avoir fait un peu de cybersécurité aussi, parce que c'est une composante qui est extrêmement importante. Bien sûr, des développements. Et puis aussi de la data. La data devient quand même quelque chose qui est très important. Évidemment, on en reparlera de l'intelligence artificielle. Bien sûr, ça s'appuie d'abord sur de la data. Comment on structure la donnée, comment on l'exploite. Et donc, il faut essayer d'avoir un peu une expérience dans chacun des domaines un peu structurants de l'IT pour être un bon DSI. Alors, tu as travaillé dans le conseil, tu as travaillé chez France Télécom et dans d'autres entreprises. Quelle expérience a été la plus enrichissante pour toi et qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui tous les jours que tu as appris à l'époque? Toutes les expériences ont été vraiment bénéfiques. J'ai commencé
moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite. J'ai besoin que ça soit dynamique. Voilà, donc ma première expérience chez France Télécom n'était pas une grande réussite. J'étais dans une entité où c'était un peu trop plan-plan pour moi. Et donc là, j'ai vu que j'avais un problème de rythme et que ça allait pas me correspondre comme entreprise et comme environnement de travail. Donc je suis parti dans le conseil. Je me suis dit là, c'est plus péchu. En plus, on est juste avant l'explosion de la bulle Internet des années 2000. Donc c'est au contraire un moment de grande effervescence. Et donc voilà, j'ai travaillé un peu dans cette boîte de conseil, mais là j'ai vu que moi, ce qui ne m'allait pas, c'est qu'on me place dans des missions qui m'intéressaient pas spécialement. Et donc, quand on est un jeune consultant, on n'a pas tellement voix au chapitre de choisir ses missions. Et ça m'a très vite posé problème parce que j'aime bien être quand même maître de mes choix. Donc, ça m'a aidé de connaître le conseil parce qu'encore aujourd'hui, 50% des gens avec qui je travaille sont issus des entreprises de conseil, les ESN. Donc, je suis très content de connaître un petit peu l'envers du décor. Mais en tout cas, à titre personnel, ça me correspondait pas du tout. Et donc j'ai changé et j'avais déjà fait un saut en Italie avec cette boîte de conseil parce qu'il fallait monter la filiale en Italie, mais on s'est pris un bouillon monumental avec l'explosion de la bulle Internet. Donc je suis rentré en France à nouveau et voilà, je suis rentré à la Banque de France et à la Banque de France, là c'est là que j'ai commencé à aimer vraiment ce que je faisais et en rentrant en fait dans le management, c'est là que j'ai vu que voilà l'encadrement d'équipe et d'avoir un petit peu plus de drive et de possibilités d'action, ça correspondait assez bien à mon tempérament et aux qualités que je pouvais mobiliser. Donc là, j'ai commencé à trouver ça sympa. On a fait des très gros projets, notamment dans la cybersécurité. Voilà, la Banque de France, la cybersécurité, ça rigole pas. Donc donc on a commencé à vraiment être assez pionnier là-dedans et j'ai beaucoup aimé ces années-là. Et puis après, cette longue expérience qui continue au sein de BNP Paribas. Et pour toi, si tu devais donner conseil à quelqu'un qui aurait le rêve de devenir DSI, c'est plus intéressant de venir plutôt du métier ou de venir directement de la fonction IT? Du métier, c'est pas facile, on n'en voit pas beaucoup. Moi, je connais pas beaucoup dans mes collègues des gens qui viennent du métier et qui font carrière dans l'IT. Après, le chemin inverse est aussi difficile. Donc voilà, moi, tous ceux qui m'entourent, c'est des purs informaticiens, purs sucre. Ils sont ingénieurs télécom ou il peut y avoir d'autres spécialités. Mais bon, c'est quand même une formation scientifique à la base. Ils rentrent dans l'informatique, puis ils y restent. Après, il y a une évolution. Après, quand on devient plus vieux, pour éventuellement, il y a des ponts avec les ops et les opérations. Et puis après, il y a des postes de CEO, de Chief Operating Officer, des choses comme ça qui peuvent être une évolution naturelle après un parcours au sein de l'IT. Mais pour être DSI, l'essentiel, c'est bien de connaître le métier, mais j'en connais pas, quoi. Mais c'est bien de connaître l'informatique aussi. Voilà. Donc moi, je ne connais que des gens qui ont vraiment une extraction plus scientifique. Du coup, avec le recul, c'est quoi les leviers à ta disposition pour faire bouger les lignes dans une organisation comme BNP Paribas qui est extrêmement grosse et structurée? C'est vrai qu'on a tendance un peu à être... Il faut pas céder au syndrome de l'administration, parce que c'est vrai qu'on a des process très lourds, extrêmement contrôlés, et il faut essayer de faire bouger les lignes, puisque notre objectif, c'est quand même de gagner en efficacité. Et pour y arriver, déjà, il faut avoir un bon sponsorship. C'est très important d'être appuyé par la direction générale. Parce qu'un DSI, s'il n'est pas bien backé par sa direction générale, il ne va pas très loin. Et donc, il faut que la direction générale accepte qu'on bouscule un peu l'ordre établi, les lignes, pour travailler d'une manière un petit peu différente et sortir un peu du carcan qui peut être un petit peu étouffant. Et donc, il faut... En tout cas, il faut être persévérant. C'est sûr que ça peut être... C'est ce qui décourage aussi des jeunes qui viennent de start-up comme la vôtre. Parce que l'image n'est pas galvaudée. C'est vraiment une image, une certaine rigidité dans ces grandes entreprises. En revanche, si on a un état d'esprit vraiment de vouloir changer la donne, ne pas se décourager face à la paperasse et quand même délivrer, il y a quand même on a une latitude pour le faire. Alors, vous avez récemment lancé un partenariat avec Apple et STLM. Est-ce que tu peux nous parler de ce partenariat et de la part que tu as joué dans ce partenariat? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un grand succès. On est très fiers de ce nouveau partenariat qui dont
dont les résultats vont bien au-delà de ce qu'on avait anticipé. Hein. Il y a une grande appétence pour acheter ces produits à Apple à crédit. C'est un projet qui, voilà, on sort d'une phase difficile et on doit récupérer la première capitalisation mondiale, en tout cas vraiment des top players du numérique mondiaux. Et donc, on a été le chercher. Apple, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu à double tranchant. Ce sont des gens qui sont extrêmement compliqués, extrêmement exigeants. Ils sont obsédés par l'expérience utilisateur, l'expérience client. Donc, l'idée qu'il va y avoir des dysfonctions, que ce ne soit pas parfait, va être très problématique pour eux. Donc, c'est des Américains qui, voilà, ça rigole pas. Donc nous, ça a été très challengeant, ça nous a permis de faire un pas, parce que ce qu'ils demandaient, c'était un produit qui n'existait pas. Donc, il a fallu créer un produit qui, du coup, nous place dans une position très favorable sur le marché français, parce qu'on est les seuls à proposer ce produit, qui est la possibilité d'acheter plusieurs produits Apple, donc son iPhone, son iMac, des AirPods, avec différentes modalités, 3 fois sans frais, sur un crédit de 24 mois, au comptant, et ça avec une seule mensualité chaque mois, qui est le combo de ces différentes lignes. Et voilà, un seul contrat à signer, un seul prélèvement, mais un mixte au sein de son panier. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le marché français. C'était la demande d'Apple. On l'a développé à leur demande, et évidemment avec un parcours extrêmement simple. Voilà, ils veulent qu'il n'y ait pas plus de 4 clics, ce genre de choses, ou très peu de champs à remplir. Donc c'est une grande exigence sur la simplicité du parcours, quelque chose qui fasse un peu, qui disrupte le marché. Donc voilà, on l'a développé dans les temps. Évidemment, le délai était extrêmement court, avec un niveau de service, une exigence de qualité de service qui est à 99,9%, c'est-à-dire 43 minutes max d'indispo par mois. Pour nous, c'est, voilà, vu la complexité de la chaîne, c'est extrêmement challengeant. Donc voilà, une grande exigence. Pour nous, c'était un vrai défi technologique. Et c'est une grande réussite. Donc c'est vrai que quand on sort d'un moment un peu difficile dans l'entreprise et qu'on se lance dans un très gros projet qui est une très grande réussite, ça redonne de l'énergie à l'ensemble des équipes, un sentiment de fierté, et ça, c'est très, très positif. Et puis, ça nous met en très bonne place pour aller chercher des nouveaux deals, parce que, voilà, maintenant, notre téléphone n'arrête pas de sonner parce que les autres distributeurs en marketplace ont envie d'avoir le même type d'offre. Donc, une séquence extrêmement positive. Est-ce que tu dirais que ça vous a fait grandir aussi, du coup, qu'il y a des choses maintenant, des façons de travailler que vous avez qui sont un peu différentes? Oui, déjà, c'est toujours pareil, quand on ne l'a pas fait, on n'est pas sûr d'être en capacité de le faire, il y a quand même un doute. Nous, typiquement, si on revient un peu sur l'informatique, on a des front-end qui sont développés en open, qui sont, on va dire, state of the art, et puis on s'appuie sur un back-end qui est un mainframe, qui est un monolithe un peu historique, mais dont on a réussi à faire évoluer pour développer un nouveau produit. On ne l'avait pas fait depuis 10 ans. On a développé un nouveau produit dans les temps. Maintenant, c'est rock solide en termes de dispo. Bon, on voit qu'on peut le faire. Il y avait beaucoup de raisons de se prendre les pieds dans le tapis. Et à l'arrivée, c'est à la fois une belle réussite techno et une belle réussite commerciale. Donc ça redynamise pas mal l'équipe. Et ce monolithe historique mais très stable, vous aviez pensé à le faire basculer sur quelque chose de plus moderne avec d'autres langages, ou au contraire, vous vous êtes dit tout de suite non, ça vaut pas le coup? Ouais, on a évacué assez vite. C'est un peu c'est un serpent de mer. Est-ce qu'on va garder le mainframe? Est-ce qu'on sort du mainframe? Est-ce que ça vaut le coup? On réouvre le capot tous les 3-4 ans, et puis tous les 3-4 ans, on le referme assez vite en se disant ça vaut vraiment pas la peine, ça tourne bien, c'est pas cher, ça fait ce que... Voilà. En revanche, c'est vrai que dans l'usage, on le cantonne maintenant à sa fonction essentielle et on commence pas à rajouter dedans des éléments de scoring qui sont beaucoup plus pertinents de faire tourner sur Open. Et comment vous en avez amélioré la performance alors que c'est quelque chose qui était assez ancien? La performance, elle est là. Elle a toujours été là. C'est plus au niveau de la capacité de développement et du coût de développement d'une nouvelle feature dans le système qui est un peu onéreux, et puis avec une compétence
qui diminue avec le temps. Hein. C'est pas évident de trouver des bons cobolistes ou des gens qui connaissent exactement la structure du mainframe. Donc voilà, notre enjeu, il est surtout comment on consolide la compétence, le savoir sur ces éléments importants du système d'information qui sont là depuis des lustres. L'enjeu, il est là. Il n'est pas tellement sur la performance qui est excellente. Alors, je me permets de vous interrompre un petit instant pour vous parler de Lemon Learning, l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant plus de 10 ans. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide la plupart des grands groupes français à faire en sorte que le logiciel soit bien utilisé. Donc, on va mettre des guides interactifs, on va mettre des pushs, on va mettre des infobulles directement dans le logiciel. Et maintenant, on a même ajouté de l'IA avec un chatbot et des fonctionnalités d'IA avancées. Ce qui fait qu'on va enfin pouvoir améliorer la prise en main et l'adoption des logiciels et remplacer les modes opérateurs que personne ne lit. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, vous avez le lien en description de cette vidéo. Merci. Allez, on reparle sur l'épisode. Alors aujourd'hui, tu pilotes une DSI de plus de 500 personnes, réparties sur plusieurs sites. Comment tu arrives à garder une certaine agilité et à structurer cette façon de travailler ? C'est pas évident. C'est vrai que c'est une difficulté. On a notamment une difficulté de langue. Moi, j'ai une équipe qui sont des Français qui parlent pas très bien anglais. Et donc, c'est sûr que quand on leur dit qu'il faut travailler avec des Roumains, des Espagnols, c'est pas extrêmement simple. Les outils sont là, hein, les outils de Jira et autres, tous les outils qui permettent l'agilité sur plusieurs sites. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment pas une problématique d'outils. Il y a une problématique de langue. Il y a une problématique qui fait que quand on est dispersé, quand on veut faire des events comme des quarterly business review ou autres, c'est bien d'être tous ensemble et c'est pas toujours possible en fait, hein, vu le... Voilà, on va pas massacrer notre empreinte carbone non plus en déplaçant des wagons de personnes à gauche, à droite. Donc, c'est un élément de complexité. Après, c'est aussi des choix qu'on a fait au-delà des questions de coût pour justement parler de maintenir une compétence sur le mainframe en particulier. Typiquement, c'est quelque chose sur lequel on a un centre de compétences en Roumanie où ils sont très fortiches. Le fait de les regrouper là dans ce centre-là, ça nous permet de maintenir un bon niveau de compétences sur le mainframe en particulier. Et comment tu définirais ton rôle en termes de management ? J'ai plusieurs casquettes, en fait. Ma première priorité, c'est d'assurer la continuité de service. On en a parlé, c'est vraiment le b.a.-ba, mais si ça marche pas, tout s'arrête. Le deuxième, c'est d'aller chercher l'efficacité dans l'organisation. Donc, c'est d'être sûr que chacun est à sa place, que chacun sait ce qu'il doit faire, que justement d'enlever un peu les obstacles qui sont purement bureaucratiques ou administratifs ou qui sont donc déblayer un peu le terrain. Et puis bien sûr, l'interface avec le business, c'est-à-dire vraiment être sûr que on adresse bien les bonnes priorités, qu'on sait se réorienter. Hein. La chance qu'on a là chez Personal Finance, c'est que vraiment c'est un peu quand même une boîte qui a gardé un ADN un peu de PME, d'entrepreneuriat, et en fonction des deals qui sont gagnés ou perdus, il y a des réorientations assez rapides qui s'opèrent, et il faut être capable d'adapter le dispositif IT pour aller développer un composant en particulier qui est nécessaire pour un partenaire, ou au contraire, il faut déstaffer parce qu'on a perdu un deal. Donc ce genre de choses, et on s'adapte très vite. Donc il faut être vraiment bien au contact du business pour vraiment les accompagner dans le développement commercial. Alors on va parler un petit peu d'IA. Peut-être avant de parler des éventuels projets que vous faites autour de l'IA, comment les équipes se sont appropriées l'IA et comment elles l'ont utilisée un peu d'elles-mêmes aujourd'hui, notamment en termes de développement ? On est encore un peu aux prémices. Bien sûr, tout le monde a ChatGPT sur son iPhone et autres, mais au niveau de l'IT, on a des outils qui sont mis à disposition des développeurs, mais on en est un peu au balbutiement. Hein. C'est intégré dans les IDE, c'est intégré dans les consoles de dev, mais on est encore en train de mesurer vraiment les effets. Aujourd'hui, on estime que ça augmente la productivité de l'ordre de 10%. Donc c'est pas le grand soir qui peut circuler dans la presse ou autre. Pour l'instant, on est sur cet ordre de grandeur-là. Je dis pas que ça sera pas plus à l'avenir, mais aujourd'hui, on est sur cet ordre de grandeur. C'est déjà pas mal en un sens. Ouais, non, c'est déjà pas mal. Mais bon, on va pas dire tous les développeurs vont disparaître ou tous les testeurs vont disparaître. Là, on a bien vu que c'était les deux cas d'usage sur lesquels, il y a GenAI a des vraies capabilities qui vont être utiles. Donc sur le code, sur le test, on est là-dessus. Sur ces cas d'usage-là, on se concentre déjà et à uniformiser les pratiques parce que on veut garder quand même une cohérence dans la manière de développer au sein de la DSI. Et donc il faut bien partager. Donc tout le monde a un peu testé dans son coin,
Maintenant, il y a des guildes, des communautés qui mettent en commun un peu ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils ont testé, pour que on essaye de converger vers une manière de s'approprier les outils. Mais oui, aujourd'hui, mais à terme, au niveau de BNP Paribas, on parle de 22 000 développeurs ou 22 000 informaticiens. C'est pas que des développeurs, il y a aussi des testeurs qui vont s'approprier ces outils-là et qui vont vraiment, pour qui ça fera partie du quotidien. Ah oui, c'est surtout BNP. Alors 22 000, c'est tout BNP. Hein. Et côté business, quels sont les projets niveau IA? Alors, sur le business, il y a la manière de le faire, elle va évoluer. Hein. On a des outils internes, on s'appuie sur Mistral, qu'on a déployés on-premise, dans nos data centers. Et puis il y a aussi les outils qui sont dans nos suites logicielles. On a Genesis sur les contact centers, on s'appuie aussi sur les offres de Microsoft pour les données qui ne sont pas trop confidentielles, sur lesquelles on peut s'appuyer sur les modèles de Microsoft. Par exemple, on a un cas de figure sur vérifier que nos campagnes marketing, nos campagnes publicitaires sont bien cohérentes avec les textes de loi en la matière, sur les mentions légales et autres. Et toutes ces vérifications de toutes ces coms sortantes, aujourd'hui, sont traitées par l'IA pour vérifier la conformité de ce qu'on publie. Ça, c'est un cas d'usage. Il peut y avoir aussi des cas d'usage qui sont des choses importantes pour nous. Nous, il y a une grande partie de l'entreprise qui est constituée des opérateurs dans les contact centers qui répondent à nos clients au téléphone. C'est encore, bien sûr, on développe l'usage de l'application mobile, du self-care sur des outils numériques, mais il y a encore une part importante de nos clients qui appellent au téléphone. Et donc, tous les scripts de réponse, ou les chatbots, ou les assistants virtuels, tout cet écosystème-là, qui s'appuie beaucoup sur l'IA, est en grande effervescence et va nous permettre d'améliorer le service aux clients. Alors, vous avez fait le choix d'un cloud interne avec IBM, ce qui est assez rare aujourd'hui, ça dépend des secteurs. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, et avec le recul, est-ce que tu en es satisfait? Alors, c'est pas moi qui ai fait ce choix, évidemment. C'est le fruit d'un long partenariat entre BNP Paribas et IBM. Le choix, c'est de dire le fait d'avoir la maîtrise des données de nos clients dans nos data centers, dans des data centers qui appartiennent à BNP Paribas, c'est ça l'élément clé de ce choix-là. C'est vraiment garder la maîtrise des données clients. On sait que la réputation d'une banque, c'est fondamental. S'il y a des données qui se retrouvent sur le net ou dans la nature, c'est dévastateur pour l'image de la banque. Donc, le choix a été fait d'installer une version du cloud public IBM dans les data centers BNP Paribas. Donc, en fait, c'est bien une offre cloud public, mais on-prem et dédié à BNP Paribas. Donc, c'est un choix très fort. À part les autres banques, notamment Bank of America, qui ont fait le même choix, pas légion. Beaucoup de banques vont s'appuyer sur du cloud public ou des tenants privés sur des clouds publics. C'est un choix fort, très structurant. Quand on voit la situation politique aux États-Unis en ce moment, on se dit que c'était pas mal vu de vouloir garder un peu la main sur les données clients et d'être de s'affranchir autant que possible de velléités américaines ou autres, de regarder ce qui s'y passe. Donc, être un peu souverain sur ces questions-là, je pense que c'était plutôt bien vu. D'accord. Et en termes de coût, à la fin, c'est à peu près le même coût, c'est un peu plus cher? C'est forcément un peu plus cher. Bien sûr, le cloud public, on met tout à facteur commun. Mais c'est la valeur qu'on associe au fait d'être en maîtrise des données de nos clients. Donc ça a un coût. Alors, est-ce que tu échanges régulièrement avec les autres DSI de BNP Paribas? Oui, on se croise régulièrement à différents événements. Donc oui, on échange et on a des problématiques qui sont communes, notamment parce qu'on s'appuie tous sur... Il y a un fournisseur d'infrastructure, en fait, qui est l'informatique du groupe. Et donc, les différents métiers s'appuient sur le même noyau d'infrastructure. Et donc on a des problématiques qui sont communes. On a des problématiques communes aussi sur la cybersécurité, qui est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre quotidien, et puis dans la part que ça prend dans les budgets informatiques. Donc on a plein de sujets d'échange. Et puis j'échange aussi avec notamment les boîtes de conseil avec qui on travaille, qui nous apportent un peu un éclairage extérieur. C'est aussi l'avantage de bosser avec ces entreprises-là, de ce qui se passe chez nos concurrents,
sur la place et autres. Est-ce que tu as des anecdotes marquantes à partager de ta carrière? Ce que j'ai retenu, c'est de ne pas fêter, pas célébrer les victoires trop tôt. J'ai en tête j'étais encore jeune ingénieur, je travaillais à la Banque de France. Voilà, on faisait de sortir un grand projet de migration de la messagerie. C'était une refonte de la messagerie, c'était assez compliqué, voilà, justement parce que toutes les contraintes de sécurité qui sont très propres à la Banque de France. Donc on avait quand même mis un système pas extrêmement simple en place. Et voilà, et donc dès la mise en prod, on a commencé à aller trinquer et à fêter la fin du projet. Et en fait, pendant qu'on était en train de trinquer, il y avait un incident en cours, les messages n'arrivaient plus. Et donc, on s'est replongé après, après quelques verres, en s'apercevant que en fait, le truc était complètement banané. Et on a débugué jusqu'à 2h du mat'. Voilà, ça m'a appris à pas célébrer trop vite les succès, de laisser passer un petit peu de temps pour voir que tout fonctionnait bien avant de crier victoire. Donc maintenant, voilà, il faut faire attention à l'informatique, c'est quand même c'est touchy. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Spotify, sur YouTube. C'est un vrai plaisir, donc je remercie toute l'équipe de CIO Pioneers, toute l'équipe de Lemon Learning et aussi les DSI qui viennent de plus en plus nombreux. Si vous aussi vous êtes DSI, que vous innovez, que vous avez envie de présenter ce que vous faites, n'hésitez pas à nous contacter. On a tous les liens en description également. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Lemon Learning, vous avez le lien également. Puis je vous dis au prochain épisode. Merci.